Il est des lieux en France qui semblent avoir signé un pacte avec le temps, des vallons préservés où le murmure de l'histoire se mêle au bruissement des feuilles de chêne et au chant des cigales. Valençay, niché au cœur de la Dordogne, est de ces endroits. Un village de pierre ocre et de toits de lauze, baigné par la lumière dorée du Périgord, où la vie s'écoule au rythme des saisons et du carillon de l'église Saint-Martin. En cette année 1975, la France de Pompidou cède la place à celle de Giscard d'Estaing. Le monde change, mais à Valençay, une certitude demeure, aussi immuable que le roc sur lequel est bâti le village. Son maire, Monsieur Julien Dubois. Pour les habitants de Valençay, Julien Dubois n'est pas simplement un édile. Il est une institution, un patriarche. On l'appelle d'ailleurs rarement Monsieur le maire, mais plus tendrement, plus respectueusement, le père Julien. À 60 ans passés, il en impose. Une stature de paysan solide, taillée dans le bois dur des chênes de la région. Un visage buriné par le soleil et les soucis, mais toujours éclairé par un regard bleu, vif et pénétrant, un regard qui sait écouter. Il est le maire depuis près de 20 ans, réélu à chaque fois avec des scores qui feraient pâlir d'envie n'importe quel politicien de la capitale. Il connaît chaque famille, chaque enfant, chaque drame et chaque joie qui ont rythmé la vie de sa commune. Sa porte est toujours ouverte, sa parole toujours juste, son conseil toujours sage. Le père Julien incarne une France éternelle, celle des valeurs simples et solides, le travail de la terre, l'honnêteté, la solidarité et par-dessus tout, le souvenir. Car si Julien Dubois est tant respecté, c'est aussi pour ce qu'il représente de la période la plus sombre de notre histoire. Sa légende, il ne l'a jamais criée sur les toits. Au contraire, il la laisse vivre dans le silence de sa modestie, ce qui ne fait que la renforcer. Pendant la guerre, raconte-t-on à mi-voix sur la place du marché, le jeune Julien, alors simple fermier sur les terres familiales un peu à l'écart du bourg, n'a pas pris les armes. Non. Son courage fut d'une autre nature, plus silencieux, plus humble. Il aurait caché des gens. Une famille juive, disent les uns, des aviateurs alliés, murmurent les autres. Des résistants en fuite, assurent certains. Lui, quand on l'interroge, esquive avec un sourire las. On a fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. La vraie bravoure, elle est sur les plaques de notre monument aux morts. Cette humilité, cette pudeur face à l'héroïsme supposé, achève de sculpter sa statue de juste silencieux. Il est le symbole vivant de cette France rurale qui, sans bruit, sans uniforme et sans médaille, a su dire non à l'occupant et à la barbarie. Il est la preuve que l'honneur n'a pas besoin de fanfare pour exister. Il est le gardien de la mémoire de Valençay, une mémoire propre, une mémoire de dignité. Personne, absolument personne dans ce coin de France béni des dieux, ne pourrait imaginer que sous le masque du patriarche bienveillant se cache un abîme de ténèbres, un secret si monstrueux qu'il pourrait faire s'écrouler non seulement un homme, mais la conscience de tout un village. Le 8 mai 1975. Le soleil de printemps est doux, presque timide, mais il suffit à chasser les dernières brumes matinales qui s'accrochaient aux collines environnantes. À Valençay, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de la mémoire, le jour du souvenir. Dès 10 heures du matin, la petite place devant la mairie se remplit. Les enfants des écoles, sous la houlette de leur instituteur, agitent de petits drapeaux tricolores. Les anciens combattants, 4 hommes maintenant, le dos raidi dans leurs costumes du dimanche, sur lesquels brillent quelques médailles, se tiennent au garde-à-vous. Les familles sont là, graves et recueillies. C'est le grand rituel immuable de la République, mais ici, à Valençay, il prend une dimension plus intime, plus poignante. À 11 heures précises, la porte de la mairie s'ouvre. Julien Dubois apparaît sur le perron. Il a revêtu son costume sombre, le seul qu'on lui connaisse, et son écharpe de maire. Le silence se fait, un silence total, absolu, seulement troublé par le chant d'un merle dans le tilleul centenaire. Le visage du père Julien est fermé, empreint d'une solennité qui impose le respect. Il descend lentement les quelques marches, son regard balayant l'assemblée. Il ne voit pas des administrés, il voit sa famille, les enfants et les petits-enfants de ceux avec qui il a grandi, de ceux qui ont souffert. Le cortège se forme. En tête, le maire, flanqué des porte-drapeaux, derrière les enfants, puis les villageois. On marche en silence jusqu'au petit cimetière qui surplombe le village.
Le monument aux morts est simple, une stèle de granit gris où sont gravés en lettres d'or les noms des enfants de Valençay tombés pour la France. 14-18, puis une liste plus courte, mais tout aussi douloureuse, 39-45. 8 noms, 8 vies fauchées, 8 familles brisées. Julien Dubois s'avance seul. Il prend la gerbe de fleurs des mains d'une petite fille. Ses gestes sont lents, mesurés, presque sacerdotaux. Il la dépose au pied de la stèle. Puis il se redresse, se recueille, le visage tourné vers les noms gravés. À cet instant, il n'est plus le maire. Il est la conscience du village. Il est celui qui se souvient pour tous les autres. L'émotion est palpable. Des larmes silencieuses coulent sur les joues ridées de Madame Fournier, qui a perdu son frère aîné dans le Vercors. Le jeune Antoine, dont le grand-père a été déporté, serre les poings dans ses poches. La sonnerie aux morts, jouée à la trompette par le fils du boulanger, s'élève dans l'air immobile. Un frisson parcourt l'échine de l'assemblée. Puis vient la minute de silence. Un silence si dense qu'on pourrait le trancher au couteau. C'est dans ce silence que le père Julien est le plus grand. Son visage est un masque de douleur contenue, de fierté et de deuil. Il semble porter sur ses larges épaules tout le poids du sacrifice de ces hommes. Il incarne leurs souvenirs. Après la minute de silence, il se retourne et prend la parole. Sa voix est grave, un peu rocailleuse, celle d'un homme habitué à parler aux bêtes et à la terre, mais elle porte loin. Mes amis, mes chers concitoyens, chers enfants de Valençay, nous sommes réunis, comme chaque année, devant cette pierre qui porte les noms de nos héros. Des noms. Mais derrière chaque nom, il y avait un visage, un rire, un amour. Il y avait un fils, un frère, un mari, un ami. Des hommes de chez nous, des hommes de cette terre, qui ont fait le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre libres aujourd'hui, pour que nos enfants puissent jouer en paix sur cette place, pour que notre drapeau puisse flotter fièrement sur cette mairie. 30 ans ont passé depuis la fin de la barbarie. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une éternité, c'est une page dans un livre d'histoire. Mais pour nous, les anciens, c'était hier. La peur, le froid, la faim, le bruit des bottes dans nos rues, l'odeur de la trahison, et puis la lueur de l'espérance. La flamme de la résistance, allumée par des gens simples, des gens comme vous, comme moi, qui ont refusé de plier. N'oubliez jamais le prix de la liberté. N'oubliez jamais que la haine et la division peuvent transformer un voisin en bourreau. Ici, à Valençay, nous avons su rester unis, nous avons su protéger les nôtres. Nous avons su faire ce qui était juste, sans bruit, sans gloire, mais avec la force de nos convictions. Aujourd'hui, en regardant ces noms, nous leur renouvelons notre serment, celui de ne jamais oublier, celui de transmettre à nos enfants les valeurs pour lesquelles ils sont morts, la liberté, l'égalité, la fraternité, les valeurs de la France. Vive Valençay, vive la République et vive la France. Un vive la France repris en chœur par l'Assemblée clôt la cérémonie. Les gens se dispersent lentement, beaucoup venant serrer la main de leur mère, le remercier pour ses mots, pour sa présence. Merci Père Julien, vous trouvez toujours les mots justes. Tant que vous serez là, on n'oubliera pas. Il répond à chacun par un signe de tête, un sourire triste, une poignée de main vigoureuse. Il est leur encre, leur boussole morale. Ce que personne ne voit, c'est la fraction de seconde, juste après son discours, où son regard s'est durci. Ce que personne ne sent, c'est le froid glacial qui a envahi son cœur au moment où il a prononcé le mot bourreau. Ce que personne ne sait, c'est que chaque mot de ce discours est un mensonge méticuleusement construit, une pierre de plus ajoutée à la forteresse qu'il a érigée autour de son passé. Chaque 8 mai, Julien Dubois ne célèbre pas la victoire sur la barbarie. Il célèbre sa propre victoire, celle d'un homme qui a réussi à assassiner son passé et à danser sur sa tombe pendant 30 ans. La légende du père Julien ne s'est pas construite en un jour. Elle est le fruit de 20 années de dévouement, de paroles apaisantes et d'actes de générosité. Après la cérémonie, la vie reprend son cours. On retrouve le maire au Café du Commerce, partageant le verre de l'amitié avec les anciens combattants. Il écoute les histoires de Marcel, le dernier poilu du canton, pour la 100e fois avec la même patience attentive.
Il plaisante avec le garde champêtre sur les dernières frasques de la jeunesse. Il est accessible, il est l'un des leurs. Sa vie privée est un modèle de probité. Marié depuis 40 ans à Hélène, une femme discrète et douce qui le regarde avec une admiration sans faille, il vit dans la ferme familiale qu'il a modernisée. Ils n'ont pas eu d'enfants, un regret qu'il évoque parfois avec une pudeur touchante, disant que les enfants de Valençay sont un peu les siens. Son travail à la mairie est infatigable. Il se bat pour obtenir une subvention pour refaire le toit de l'école. Il passe des heures au téléphone avec la préfecture pour défendre le dossier d'un jeune agriculteur. Il organise la fête du village avec une énergie d'adolescent. C'est souvent lors des longues soirées d'hiver, au coin du feu, que la question de la guerre revient sur le tapis. Parfois, un journaliste d'un quotidien régional, de passage pour un article sur ces villages où il fait encore bon vivre, le questionne. Ou bien un nouvel habitant, un Parisien venu chercher le calme de la campagne, cherche à en savoir plus sur l'histoire locale. Julien Dubois n'aime pas en parler. Il soupire, passe une main lasse sur son front. « Oh, vous savez, cette période, on préférerait oublier, mais il ne faut pas. » Il se lance alors avec une fausse réticence dans le récit qu'il a poli au fil des décennies jusqu'à ce qu'il devienne plus vrai que la vérité elle-même. J'étais jeune, j'avais 20 ans, 40, on était plein d'illusions et puis tout s'est effondré. J'ai vu la débâcle, l'exode sur nos routes, une misère terrible. Mon père était malade, il fallait tenir la ferme. On était en zone libre au début, puis les Boches sont arrivés partout, la milice aussi, des Français. Pire que les Allemands, ceux-là. Il marque une pause, son regard se perd dans les flammes. Il sait exactement quand faire silence, quand laisser le poids des mots s'installer. On n'était pas des héros, vous savez, on essayait juste de rester des hommes. On écoutait la radio de Londres en cachette. On aidait comme on pouvait. Un jour, le curé de l'époque est venu me voir. Il m'a demandé si je pouvais cacher des gens, une famille, des Juifs de Paris, qui avaient réussi à passer la ligne de démarcation. Un couple et leur petite fille de 6 ou 7 ans, ils s'appelaient les Goldman. Je n'ai même pas réfléchi. Son récit devient plus précis, parsemé de détails qui sonnent vrais, car il les a répétés 1000 fois. Je les ai installés dans le grenier à foin, au-dessus de l'étable. C'était risqué. Il y avait des contrôles sans arrêt. Ma pauvre mère était morte de peur. Pendant près de 2 ans, ils sont restés là. On partageait notre maigre nourriture. Le plus dur, c'était pour la petite. Sarah, ne pas faire de bruit, ne jamais sortir. Je lui apportais des livres, des fois un peu de chocolat que j'avais réussi à trouver. Je lui racontais des histoires pour qu'elle n'ait pas trop peur. Quand les Allemands faisaient une ronde, le cœur nous battait à tout rompre. Un simple éternuement aurait pu nous trahir. Il conclut toujours son histoire de la même manière, avec un mélange de tristesse et de fierté contenue. Et puis, un soir, juste avant le débarquement, un passeur est venu les chercher pour les faire passer en Espagne. Je ne les ai jamais revus. J'ai reçu une carte postale, des années plus tard, d'Israël. Juste quelques mots. Nous n'oublierons jamais. Ça m'a suffi. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Des milliers de Français ont fait bien plus. Les vrais héros sont ceux qui sont morts. Cette histoire, Valençay la connaît par cœur. Elle est devenue l'évangile du village, la preuve de sa vertu collective incarnée par un seul homme. Elle explique tout, sa gravité pendant les cérémonies, sa bienveillance envers les enfants, son autorité morale. Il est le juste parmi les justes, un homme qui, au cœur des ténèbres, a choisi la lumière. Pourtant, cette histoire est un chef-d'œuvre de cynisme, un tissu de mensonges. Il n'y a jamais eu de famille Goldman dans son grenier. Le seul secret que cachait la ferme des Dubois pendant la guerre n'était pas celui de l'humanité, mais celui de la barbarie. Pendant 30 ans, la forteresse de Julien Dubois a tenu bon. 30 ans à jouer un rôle, à endosser un costume qui lui allait comme un gant. 30 ans de mensonges permanents, si profonds qu'il en devenait une seconde nature. Mais même les murailles les plus épaisses finissent par se fissurer. Les fissures sont d'abord invisibles pour le commun des mortels. Elles n'apparaissent que dans l'intimité, dans les moments de relâchement. Hélène, son épouse, est la seule à les percevoir, sans jamais les comprendre. Il y a ces nuits, de plus en plus fréquentes, où il se réveille en sueur, étouffant un cri. Quand elle l'interroge, il balaye ses questions d'un revers de main.
Un mauvais rêve, rien de plus. Les soucis de la mairie. Il y a aussi ces sautes d'humeur, rares mais terrifiantes. Un jour, le chien du voisin, un jeune labrador un peu fou, renverse une jardinière sur la terrasse. Le visage du père Julien se transforme. Le masque bienveillant tombe, révélant une expression de fureur froide, une cruauté glaciale dans ses yeux bleus. Il saisit l'animal par la peau du cou. Sa voix est un sifflement haineux. « Sale bête, je vais te crever !» Hélène, horrifiée, doit s'interposer pour le calmer. L'incident ne dure que quelques secondes. Puis, le masque se remet en place. Il relâche le chien, se passe la main sur le visage comme pour chasser une mauvaise pensée. « Pardon, Hélène, je suis fatigué en ce moment. » Mais elle a vu. Elle a vu l'autre homme, celui qui sommeille en lui. Parfois, un mot, un nom, prononcé au détour d'une conversation, provoque une réaction étrange. Un soir, en regardant le journal télévisé qui évoque le procès d'un ancien collaborateur à Lyon, un invité mentionne la ville de Limoges. Julien, qui était en train de lire son journal, se fige. La tasse de café qu'il tient à la main tremble si fort qu'elle teinte contre la soucoupe. « Qu'est-ce qu'il y a, Julien ?» demande sa femme. « Rien. Ce café est trop fort. » Il se lève et quitte la pièce. Limoges, le nom maudit, la capitale de son autre vie. Pendant que le jeune fermier Julien Dubois était censé cacher une famille juive dans son grenier à Valençay, un autre Julien Dubois, le vrai, officiait à plus de 150 kilomètres de là. Pas avec une fourche, mais avec une matraque. Pas pour sauver des vies, mais pour les briser. Ces fissures, il les sent. Il sent que le passé, qu'il croyait mort et enterré, remue encore sous la terre. La nuit, des visages lui reviennent. Pas ceux de la famille Goldman, qui n'ont jamais existé, mais d'autres. Des visages tuméfiés, suppliants, des yeux remplis de terreur et de défi. Il entend des cris qui ne s'effacent jamais vraiment. Alors, il se lève, va dans sa grange et frappe dans un vieux sac de jute rempli de sable jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que ses mains saignent, tentant de tuer une seconde fois des fantômes qui refusent de mourir. Il se rassure. 30 ans ont passé. Les témoins sont morts ou se sont tus. Les dossiers ont été perdus, brûlés, oubliés. Il a changé. Le jeune milicien maigre et fanatique de 20 ans est devenu ce notable respectable de 60 ans. Qui pourrait faire le lien? Qui pourrait imaginer une telle chose? Il est le père Julien. Il est intouchable. Sa légende est son armure. Une armure qu'il croit indestructible. Il se trompe. Car pendant qu'il se débat avec ses démons dans le silence de la campagne périgourdine, à des centaines de kilomètres de là, dans la lumière crue des néons d'une salle d'archives, une jeune femme est sur le point de tirer le fil qui va défaire toute la tapisserie de sa vie. Bordeaux, automne 1975. L'université Bordeaux-Montaigne est en pleine effervescence. Dans les amphithéâtres enfumés, on débat de marxisme, de structuralisme et de la décolonisation. Mais loin de cette agitation intellectuelle, dans le silence feutré des archives départementales de la Gironde, puis de la Haute-Vienne, une jeune femme de 22 ans est plongée dans un autre monde, celui, bien plus sombre, de la France des années noires. Elle s'appelle Chloé Martin. C'est une étudiante brillante, passionnée, qui prépare sa thèse de maîtrise en histoire contemporaine. Son sujet, jugé audacieux par son directeur de thèse, porte sur l'organisation et les exactions de la milice française dans le Limousin 1943-1944. Un sujet difficile, car les sources sont rares, souvent partiales, et la mémoire de cette période est encore une plaie ouverte. Chloé n'a pas choisi ce sujet par hasard. Sa famille est originaire de la région de Limoges. Sa grand-mère, qui vit désormais à Valençay, en Dordogne, lui a souvent raconté, avec des mots simples et terribles, l'atmosphère de terreur qui régnait dans la ville sous l'occupation. Une terreur entretenue non seulement par la Gestapo, mais aussi et surtout par ces Français en uniforme noir, la milice de Darnand. Des hommes qui, par idéologie, par opportunisme ou par sadisme, s'étaient fait les auxiliaires zélés de l'ennemi. Depuis des mois, Chloé dépouille des liasses de documents jaunis. Rapports de gendarmerie de l'époque, comptes rendus de procès de l'épuration, témoignages recueillis à la Libération, elle reconstitue patiemment le puzzle macabre.
Elle apprend les noms des chefs, les lieux de torture, comme la sinistre caserne du petit séminaire, les méthodes d'interrogatoire. Elle lit l'horreur à l'état brut, les ongles arrachés, la baignoire, la gégène. Et au fil de ses recherches, un surnom revient sans cesse comme un écho maléfique, le boucher. Personne ne semble connaître sa véritable identité. Il était jeune, zélé, et d'une cruauté qui glaçait d'effroi même ses propres complices. Les témoignages le décrivent comme un tortionnaire méthodique qui prenait un plaisir pervers à détruire physiquement et psychologiquement ses victimes, souvent des résistants du maquis Limousin. Il n'a jamais été jugé. Disparu en août 1944 au moment de la débâcle allemande. Mort probablement, ou enfui en Allemagne ou en Espagne. Son nom figure sur une liste de criminels de guerre recherchés, mais le dossier est classé depuis longtemps, faute d'éléments nouveaux. Pour Chloé, le boucher est devenu l'incarnation du mal absolu, le fantôme de sa thèse. Un jour de novembre, alors qu'elle consulte un fonds photographique récemment déclassifié, elle tombe sur une pochette en carton portant la mention « Milice de Limoges, propagande, 1944 ». À l'intérieur, une dizaine de clichés. La plupart sont de mauvaise qualité, mais l'une d'elles la saisit. C'est une photo de groupe. Une dizaine de miliciens posent fièrement devant un véhicule, fusil à la main. Ils sont jeunes, arrogants. Leurs visages sont durs, leurs sourires carnassiers. Ils sont l'image même de la collaboration triomphante. Chloé examine les visages un par un, avec une sorte de fascination morbide. Et soudain son cœur rate un battement. L'un d'eux, sur la droite, un jeune homme d'à peine 20 ans, le béret de la milice incliné sur le côté, une cigarette aux lèvres. Il a un regard clair, perçant, d'une intensité terrible. Un regard de prédateur. Mais ce n'est pas ce regard qui la frappe. C'est le reste du visage. La forme du menton, l'arcade sourcilière, la naissance des cheveux. Une ressemblance. Une ressemblance vague mais troublante. Une ressemblance avec quelqu'un qu'elle connaît. Elle reste figée, la photo à la main. Son esprit travaille à toute vitesse. D'où connaît-elle ce visage? Ce n'est pas quelqu'un de son entourage à Bordeaux, c'est plus lointain, une image issue de son enfance, de ses vacances. Et puis la connexion se fait. Brutale, incroyable, impensable. Valençay, les étés passés chez sa grand-mère, la fête du village, le visage souriant et paternel de l'homme qui remet les prix aux enfants. Le visage grave de l'homme qui dépose la gerbe au monument aux morts. Le maire. L'homme que tout le monde, y compris sa propre grand-mère, appelle avec une affection et un respect infini, le père Julien. Chloé sent un frisson glacial parcourir son échine. C'est impossible. Une simple coïncidence. Une erreur. Le cerveau humain joue des tours. Comment cet homme, ce pilier de vertu, ce héros silencieux de la résistance, pourrait-il être ce jeune bourreau au regard de glace? Le contraste est trop violent, trop monstrueux pour être réel. Pourtant, elle ne peut détacher ses yeux de la photo. Elle prend une loupe pour mieux examiner les détails. Oui, la ressemblance est là. Le jeune milicien est plus mince, évidemment, mais les traits sont les mêmes. C'est lui, 30 ans plus tôt, une idée folle germe dans son esprit. Une idée qui la terrifie et l'excite à la fois. Et si le boucher n'était pas mort? Et si, après avoir semé la mort et la terreur à Limoges, il avait simplement changé de vie, changé de masque, et s'était réinventé en héros de village? L'étudiante en histoire sent qu'elle vient de tomber, non plus sur un sujet de thèse, mais sur l'histoire de sa vie. Une histoire de justice et d'imposture. Elle referme doucement la pochette en carton. Elle sait ce qu'elle doit faire. Sa quête ne se déroulera plus seulement dans la poussière des archives. Elle devra désormais se confronter à la mémoire vivante et peut-être au monstre lui-même. Avec un mélange d'incrédulité et d'horreur, Chloé Martin vient de tirer le premier fil. Sans le savoir, elle vient de signer l'arrêt de mort de la légende du père Julien et de réveiller les fantômes endormis de Limoges. La chasse venait de commencer. Le retour de Bordeaux à Valençay n'avait jamais paru si long à Chloé Martin. Le paysage familier de la Dordogne, qui d'habitude l'apaisait, lui semblait désormais hostile, porteur d'un secret vicié.
Chaque clocher, chaque ferme en pierre dorée qu'elle apercevait depuis la fenêtre de l'autocar lui renvoyait l'image du visage souriant de Julien Dubois, un visage qui se superposait désormais à celui, cruel et arrogant, du jeune milicien sur la photographie. L'air qu'elle respirait n'était plus celui de la douce France, mais celui d'un mensonge vieux de 30 ans. Le poids de sa découverte l'écrasait. Ce n'était plus une simple hypothèse académique, c'était une accusation monstrueuse qui, si elle s'avérait juste, allait pulvériser la paix d'un village entier et la vie de sa propre grand-mère qui vénérait cet homme. Elle se sentait seule, démunie. Qui la croirait ? Une jeune étudiante de 22 ans, brandissant une vieille photo et une intuition folle contre la réputation immaculée d'un homme considéré comme un saint. On la traiterait de folle, de calomniatrice. Il lui fallait de l'aide. Pas un professeur d'université trop loin de la réalité du terrain, pas la police qui classerait l'affaire sans preuve tangible. Il lui fallait quelqu'un du cru, quelqu'un qui connaissait les hommes et le pays. Quelqu'un dont la parole avait du poids et dont la rigueur était à l'épreuve du doute. Un nom s'imposa à elle, un nom que son grand-père, ancien résistant, prononçait toujours avec un respect teinté d'amitié, Albert Vérine. Albert Vérine était une autre figure de la région. Ancien maréchal des logis-chefs de la gendarmerie de Sarlat, il vivait sa retraite dans une petite maison au bord de la Vézère. À 70 ans, il avait conservé de ses années de service une droiture physique et morale qui en imposait. Il avait tout vu, tout connu, les règlements de compte de l'après-guerre, les trafics en tout genre, les drames familiaux qui se nouent dans le silence des fermes isolées. C'était un homme de l'ancienne école, pour qui un serment avait un sens et la justice n'était pas un vain mot. Il avait connu le grand-père de Chloé, au maquis. Cette connexion, Chloé le savait, était son seul atout. Elle le trouva dans son jardin, en train de tailler ses rosiers avec une minutie d'horloger. Il la reconnut tout de suite. « La petite Martin, la fille de Jacques, tu as bien grandi, que me vaut l'honneur de ta visite ?» Devant une tasse de café chicoré, dans la cuisine qui sentait le bois ciré et le tabac froid, Chloé exposa son histoire. Elle parla avec prudence, choisissant ses mots, mesurant la folie de ses propres propos. Elle raconta sa thèse, ses recherches sur la milice à Limoges, le surnom du boucher et enfin la découverte de la photographie. Elle la sortit de son sac, un tirage qu'elle avait fait faire, et la posa sur la toile cirée de la table. Puis, à côté, elle plaça une photo plus récente de Julien Dubois, découpée dans le bulletin municipal de Valençay. Albert Vérine prit les deux clichés. Il chaussa ses lunettes, les ajusta sur son nez. Son visage, d'abord affable, se fit impénétrable. Il observa longuement les deux visages, passant de l'un à l'autre. Le silence s'étira, lourd, pesant. Chloé retenait son souffle. « Julien Dubois !» murmura enfin l'ancien gendarme. « Le père Julien !» Un homme bien, un pilier. Ton grand-père l'estimait, tu sais. Il leva ses yeux gris acier vers Chloé. C'est une accusation terrible que tu portes là, ma petite. Tu te rends compte? C'est comme accuser le curé d'être le diable. Je sais, monsieur Vérine. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Je ne sais pas quoi faire. C'est peut-être une erreur. Mais la ressemblance? Albert continua de fixer les photos. La ressemblance? Oui, il y a quelque chose. 30 ans d'écart, la graisse et les soucis en plus, mais il y a quelque chose dans le regard. Ce regard dur, je l'ai déjà vu chez certains salauds que j'ai arrêtés. Il se renversa sur sa chaise qui craqua sous son poids. Limoges. C'était un nid de vipères, la milice, là-bas. Des fanatiques. Le boucher. Ce nom me dit quelque chose. Une ombre dans les dossiers de l'épuration. Un fantôme. Il resta silencieux un long moment, tapotant la table de ses doigts noueux. Chloé sentait son espoir s'amenuiser. Il allait la renvoyer, lui dire de laisser les morts enterrer les morts. Mais Albert Vérine n'était pas homme à laisser un doute en suspens. Une ressemblance ne fait pas une preuve, dit-il enfin. Mais elle justifie une enquête discrète, très discrète. Il fixa Chloé droit dans les yeux. Si tu as raison, c'est une affaire d'État, ou presque. Si tu as tort, tu détruis un honnête homme. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Ça va être long et difficile. Tu es prête pour ça? Chloé sentit un immense soulagement l'envahir. Elle n'était plus seule. Oui, répondit-elle d'une voix ferme. Bien, dit l'ancien gendarme.
Alors au travail. Première chose, il nous faut un nom. La photo, c'est bien. Mais il faut prouver que Julien Dubois se trouvait à Limoges entre 43 et 44, et qu'il était bien membre de la milice. Il nous faut retourner dans tes archives, mais cette fois, nous ne chercherons pas un surnom, nous chercherons son nom, Julien Dubois. L'alliance était scellée. L'étudiante et l'ancien gendarme, la fougue de la jeunesse et l'expérience de la vieillesse, unis par une même soif de vérité. Une vérité qui, ils le pressentaient tous les deux, serait plus terrible encore que ce qu'ils imaginaient. Les semaines qui suivirent furent un long et fastidieux labeur. Sous la direction d'Albert, dont l'esprit méthodique de gendarme faisait merveille, Chloé retourna aux archives. Mais leur approche avait changé. Ils ne cherchaient plus les récits d'exactions, mais les preuves administratives. La bureaucratie, même la plus infâme, laisse toujours des traces. « Pense comme un fonctionnaire, ma petite », lui avait dit Albert. Ces gens-là étaient sbeyés. Il y avait des registres du personnel, des listes d'émargement, des demandes de matériel. C'est là-dedans qu'il faut chercher. Ils passèrent des journées entières à éplucher des centaines de fiches cartonnées, des registres à la calligraphie nerveuse, des documents souvent en piteux état. Ils explorèrent les archives de la préfecture de la Haute-Vienne, puis celles, plus sensibles, du service historique de la défense à Vincennes, où Albert avait gardé quelques contacts. Ils croisèrent les listes des membres de la milice avec les registres d'état civil de la région. Le nom Dubois était commun. Ils trouvèrent plusieurs J. Dubois, mais aucun ne correspondait. L'un était trop vieux, l'autre avait été affecté à Lyon. L'espoir de Chloé commençait à s'effriter. Et si tout n'était qu'une coïncidence monstrueuse? Et si le maire de Valençay n'était qu'un sosie innocent? La découverte eut lieu un mardi après-midi pluvieux de janvier 1976, dans une boîte d'archives portant la simple mention « Franc-Garde, Limoges, d'hiver ». À l'intérieur, des papiers en vrac, des notes de service, des bons d'essence. Chloé les sortait un par un sans grand espoir. Et puis, elle tomba sur une chemise intitulée « Demande d'affectation volontaire ». Elle l'ouvrit. C'étaient des lettres manuscrites, envoyées au siège de la milice. Des lettres de jeunes hommes demandant à s'engager pour lutter contre le terrorisme judéo-bolchevique et servir la Nouvelle-France du maréchal. La lecture de ces missives, pleines d'une ferveur haineuse, lui donna la nausée. Elle allait refermer le dossier quand une lettre, écrite sur un papier d'écolier quadrillé, attira son attention. L'écriture était appliquée presque enfantine. La lettre était datée du 10 mai 1943. Monsieur le chef, je sous-signais Julien Louis Dubois, né le 12 avril 1924 à Valençay, Dordogne, agriculteur, sollicite par la présente mon admission au sein de la milice française. Fidèle à la parole du maréchal Pétain et désireux de participer activement au redressement national et à la lutte contre les ennemis de la patrie, je souhaite mettre ma jeunesse et ma force au service de notre cause. Dans l'attente de votre réponse, et avec l'expression de ma foi la plus haute en la Révolution nationale, Julien Dubois, Chloé sentit le sang se retirer de son visage. Elle relut la lettre 10 fois. Valençay, le 12 avril 1924. C'était bien lui. La date et le lieu de naissance correspondaient parfaitement à ceux du maire. C'était la preuve irréfutable. Le père Julien, le juste silencieux, avait été un milicien volontaire. Elle appela Albert d'une cabine téléphonique. Sa voix tremblait. Je l'ai, Albert, c'est signé de sa main. À l'autre bout du fil, le silence de l'ancien gendarme fut plus éloquent que n'importe quel discours. Puis, sa voix, plus grave que jamais, retentit. Bien, c'est la première pierre. Maintenant, il nous faut le ciment. Un témoin vivant qui peut mettre un nom sur le surnom du boucher et un visage sur ce nom. La recherche administrative était terminée. L'enquête humaine pouvait commencer. Retrouver un survivant des geôles de la milice de Limoges 32 ans après les faits relevait de la mission impossible. Beaucoup étaient morts pendant la guerre, d'autres des suites de leurs blessures. Le temps avait fait son œuvre, dispersant les derniers témoins. Albert Vérine activa ses anciens réseaux, associations d'anciens résistants, amicales de déportés, historiens locaux. Pendant des semaines, ce fut une litanie de réponses décourageantes. Trop tard.
Personne ne s'en souvient précisément, les survivants ne veulent plus parler. Et puis un jour, un appel vint d'un contact à Paris. Un historien spécialiste de la résistance dans le Limousin, il se souvenait d'une femme interviewée des années plus tôt pour un livre. Une femme nommée Madeleine Rivel. Son jeune frère, Jean, membre d'un réseau de renseignement, avait été arrêté par la milice à Limoges en juin 1944. Il était mort sous la torture. Madeleine, qui faisait office d'agent de liaison, avait été arrêtée quelques jours plus tard, mais avait réussi à s'évader lors d'un transfert à la faveur d'un bombardement allié. Elle vivait toujours à Paris, dans le 15e arrondissement. Elle avait maintenant 68 ans. Prendre contact avec elle fut délicat. Albert se chargea du premier appel, usant de son ancienne qualité de gendarme et du nom de leur ami commun, l'historien, pour la rassurer. Elle fut d'abord réticente. « Tout ça, c'est si loin. À quoi bon remuer le passé ?» dit-elle d'une voix fragile. Mais Albert insista, avec douceur et fermeté. « Madame, il ne s'agit pas de remuer le passé pour le plaisir. Il s'agit de justice. Une justice qui n'a peut-être jamais été rendue. » Elle finit par accepter de les recevoir. Son appartement était petit, modeste, mais d'une propreté méticuleuse. Des photos en noir et blanc ornèrent les murs. Sur l'une d'elles, un jeune homme d'à peine 18 ans, au sourire éclatant, les regardait. C'était Jean. Madeleine Rivel était une petite femme aux cheveux blancs, le dos voûté, mais dont les yeux noirs brillaient encore d'une intelligence vive. Elle les écouta en silence, les mains jointes sur ses genoux. Chloé raconta tout, depuis le début, avec une émotion contenue. Albert, lui, restait en retrait, observateur. Quand Chloé eut fini, un long silence s'installa. « Le boucher », souffla Madeleine. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. « C'est lui qui a tué mon frère. Je n'ai jamais su son nom. Personne ne le savait. C'était un jeune, pas beaucoup plus âgé que Jean. Il aimait faire souffrir. Ce n'était pas de l'interrogatoire. C'était du plaisir. Les autres miliciens le craignaient. C'était un monstre. » Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues parcheminées. Quand ils m'ont arrêté, il était là. Il m'a regardé en souriant et il a dit « Ton frère a été courageux. Il a mis du temps à mourir. Voyons si tu es aussi solide que lui. Je n'oublierai jamais ce visage. Jamais. » Le moment était venu. Le moment crucial. Avec des mains tremblantes, Chloé sortit de son sac la photo du bulletin municipal de Valençay. La photo du père Julien, souriant, paternel, son écharpe de mère en travers de la poitrine. Elle la tendit à la vieille dame. « Madame Rivel, est-ce que vous reconnaissez cet homme ?» Madeleine Rivel prit la photographie. Elle la fixa. Son corps se mit à trembler convulsivement. Sa respiration devint un râle. Le bibelot posé sur la table se mit à vibrer sous l'effet des tremblements de sa main. Son visage passa de la pâleur à une rougeur intense. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis d'une horreur et d'une haine pure, une haine conservée intacte pendant 32 ans. Soudain, elle laissa échapper un cri terrible, inhumain, un cri qui semblait venir du plus profond des charniers de l'histoire. La photo tomba de ses mains. « Lui !» hurla-t-elle. « C'est lui, le monstre. Il a vieilli, il a engraissé. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux, ce sont les mêmes, c'est le boucher !» Elle fondit en sanglots, secouée de spasmes, répétant en boucle « C'est lui, c'est lui !» Chloé, bouleversée, se précipita pour la réconforter. Albert Vérine, le visage fermé comme un poing, ramassa la photographie sur le tapis. Il la regarda, puis regarda la vieille femme brisée. L'étau venait de se refermer. Ils avaient leurs témoins. La voix des suppliciés venait enfin de parler. Le retour à Sarlat se fit dans un silence de mort. La douleur de Madeleine Rivel les avait marqués au fer rouge. Ce n'était plus une enquête, c'était un devoir sacré. Fort de la lettre d'engagement et du témoignage formel de la survivante, Albert Vérine rédigea un rapport de 20 pages. Clair, précis, factuel, le style lapidaire du gendarme où chaque mot pesait son poids de vérité. Il y joignit des copies de tous les documents, la photographie de la milice et une déclaration sur l'honneur signée par Chloé relatant sa découverte. Il ne manquait qu'une chose, la déposition officielle de Madeleine Rivel. Albert retourna seul à Paris.
Il fallut toute sa force de persuasion pour convaincre la vieille dame de faire une déposition devant un officier de police judiciaire. Elle était terrifiée. L'idée de revoir son bourreau, même au tribunal, la paralysait. « Il va me tuer », répétait-elle. « Non, madame », lui assura Albert. « Cette fois, c'est nous qui le tenons. Il ne vous fera plus jamais de mal. » Finalement, elle accepta. Sa déposition, consignée par un commissaire de la PJ de Paris, fut un document accablant, d'une précision glaçante sur les sévices infligés à son frère et la reconnaissance formelle de son tortionnaire sous les traits de Julien Dubois. Le dossier était désormais blindé. Albert Veyrin utilisa sa dernière cartouche, un appel au procureur de la République de Périgueux, un homme qu'il avait connu, jeune substitut, et dont il connaissait l'intégrité. Il demanda un rendez-vous pour une affaire d'une extrême gravité touchant à la mémoire nationale. Le procureur les reçut dans son bureau lambrissé. Il écouta le récit d'Albert pendant 1 heure sans l'interrompre, le visage de plus en plus sombre. Il examina les pièces, lut la déposition de Madeleine Rivelle. Quand il releva la tête, son expression était celle d'un homme qui venait de regarder le mal en face. « C'est inimaginable, dit-il. Julien Dubois. J'ai assisté à l'une de ces cérémonies du 8 mai. Il pleurait. Comment un homme peut-il vivre un tel mensonge ? La nature humaine est un abîme, monsieur le procureur, répondit sobrement Albert. La machine judiciaire était lancée. Une enquête préliminaire fut ouverte en grand secret. Des gendarmes de la section de recherche de Bordeaux, triés sur le volet, furent chargés des vérifications. Ils confirmèrent en quelques semaines tous les points du rapport d'Albert. L'écriture sur la lettre d'engagement fut authentifiée comme étant celle de Dubois. D'autres archives furent exhumées, plaçant sans l'ombre d'un doute le milicien Dubois à Limoges durant toute la période concernée. La décision fut prise au plus haut niveau. L'affaire était trop symbolique pour être traitée comme un simple fait divers. L'arrestation de Julien Dubois ne devait pas seulement être un acte de justice, mais une leçon d'histoire. L'imposture avait été publique, sa chute le serait aussi. Le procureur, en accord avec la gendarmerie, choisit une date. Une date qui, par une ironie tragique du destin, allait transformer la plus grande fête de Valençay en son plus grand drame. Le 14 juillet, fête nationale, le jour où Julien Dubois, le père Julien, devait prononcer son traditionnel discours sur les valeurs de la République, la liberté et la fraternité. Le 14 juillet 1976, à Valençay, fut une journée radieuse. Le soleil inondait la place du village, décorée de guirlandes tricolores. L'ambiance était à la fête. Les enfants couraient en agitant des drapeaux, l'orchestre municipal jouait des airs entraînants, et l'odeur des merguez frites se mêlait au parfum des tilleuls. Au centre de tout cela, comme chaque année, se tenait Julien Dubois. Radieux, il serrait des mains, embrassait les enfants, trinquait avec les anciens. Il était dans son royaume, au sommet de sa gloire. 32 ans après la libération, il était la preuve vivante qu'on pouvait échapper à son passé, le réécrire, le sculpter à sa guise jusqu'à ce que le mensonge devienne la seule vérité connue. En cet instant, il était invincible. À midi, il monta sur l'estrade installée devant la mairie pour son discours. Il ajusta son écharpe de mer, se racla la gorge. Le silence se fit. « Mes chers amis, mes chers concitoyens de Valençay, en ce jour de fête nationale, nous célébrons la France, nous célébrons la République et les valeurs qu'elle incarne. » Il parlait avec son assurance habituelle, sa voix grave, portant sur la place silencieuse. Il parlait de liberté, de la lutte contre la tyrannie, du courage de ceux qui s'étaient levés contre l'oppression. Chaque mot était un blasphème, mais personne sur cette place ne le savait. C'est à ce moment précis que les 2 voitures de gendarmerie entrèrent sur la place lentement, sans sirène. Elles se garèrent en silence au fond de la foule qui s'écarta, intriguée. 6 gendarmes en descendirent, commandés par un capitaine en uniforme d'apparat. Ils traversèrent la foule, qui se taisait maintenant, sentant que quelque chose de grave était en train de se produire. Julien Dubois s'était interrompu, surpris. Il regarda les gendarmes s'avancer vers l'estrade. Un frisson d'inquiétude le parcourut. Le capitaine monta les quelques marches et s'approcha de lui. « Julien Dubois ?» demanda le capitaine d'une voix forte et claire pour que tout le monde entende. « Oui, c'est moi, monsieur le maire !»
répondit Dubois, une arrogance nouvelle perçant dans sa voix. Que se passe-t-il, capitaine? Vous interrompez la fête nationale. Le capitaine le regarda droit dans les yeux, et il prononça les mots qui firent basculer l'histoire. Julien Dubois, au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie commis à Limoges en 1944 en tant que membre de la milice française. Le silence qui tomba sur la place fut total, absolu, un silence de fin du monde. Le temps semblait s'être arrêté. Puis, une immense clameur de stupeur et d'incrédulité parcourut la foule. « C'est pas possible! Une erreur! Laissez notre mère !» Mais le visage de Julien Dubois racontait une autre histoire. Le masque venait de se briser en 1000 morceaux. Sous les traits du patriarche bienveillant, l'autre visage apparut enfin en pleine lumière. Celui du jeune milicien arrogant. Un rictus de haine et de panique déforma ses traits. Ses yeux bleus, si souvent loués pour leur bonté, lançaient des éclairs de fureur glaciale. En une seconde, il redevint le boucher. Il n'essaya pas de résister, il comprit que tout était fini, la forteresse qu'il avait mis 30 ans à bâtir venait de s'effondrer comme un château de cartes. Alors que 2 gendarmes lui passaient les menottes, son regard croisa celui de la grand-mère de Chloé, au premier rang, le visage décomposé par l'horreur. Il croisa le regard des enfants qu'il avait applaudis quelques minutes plus tôt. Il croisa le regard de tous ceux qu'il avait aimés, respectés, admirés. Il était nu. Son secret, son infamie, était étalé aux yeux de tous, sous le soleil éclatant du 14 juillet. Le cortège funèbre de sa vie d'imposteur traversa la foule médusée. Le père Julien était mort. Le boucher de Limoges venait de ressusciter, non pour sévir, mais pour payer sa dette. La justice, lente, patiente, mais implacable, venait de frapper. Elle rappelait à tous, en ce jour de fête nationale, que certains crimes sont si grands qu'ils n'ont pas de prescription. Car la mémoire de la France, celle des martyrs et des héros, n'oublie jamais ses bourreaux. Et leur châtiment, même tardif, est toujours inéluctable.